Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Praia et Dakar entretiennent des relations exemplaires. C'est ce qu'a magnifié le président réélu du Cap-Vert, Jorge Carlos Fonseca. À sa cérémonie d'investiture hier après-midi, il y avait le président Macky Sall à ses côtés. Première centrale solaire du Sénégal, réduction considérable de la facture pétrolière et le mix énergétique. Ce sont les opportunités qu'offre la centrale de Bokhol d'une capacité de 20 MW. L'infrastructure sera inaugurée ce samedi par le chef de l'État. Depuis plusieurs semaines, les pluies se font rares sur une bonne partie du pays. Du coup, la chaleur dicte sa loi. Est-ce la fin de l'hivernage? Les spécialistes de la météo vous donnent la réponse dans cette édition. Dans la rubrique métier, gros plan sur les techniciens forestiers. Ils jouent un rôle de sentinelle dans la préservation des ressources, un métier qui attire de plus en plus de jeunes. Constat en Casamance. Et puis nous recevons comme invité de cette édition le ministre de la Justice qui vient nous parler de l'actualité judiciaire nationale, notamment l'affaire Barthélémy Diaz. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, le président de la République a pris part hier après-midi à la cérémonie d'investiture de son homologue capverdien. Jorge Carlos Fonseca a été réélu pour un second mandat avec 74% des suffrages valablement exprimés. Le président capverdien a dans son discours d'investiture salué l'exemplarité des relations entre Dakar et Praia. Aboubakry Kane, envoyé spécial. À son arrivée à l'aéroport international Nelson Mandela de Praia, le chef de l'État a été accueilli par le ministre capverdien chargé des relations avec les institutions. Ensuite, direction la Bibliothèque nationale où se tient la cérémonie d'investiture. Réunie en session spéciale, l'Assemblée nationale installe Jorge Carlos Fonseca, réélu pour un second mandat à la tête du Cap-Vert. Conformément aux dispositions constitutionnelles, le président Fonseca a prêté serment. Il s'est engagé à défendre et faire respecter la Constitution, à honorer les lois et garantir l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. Et dans son discours, il a envoyé un message fort à son homologue sénégalais. Chers frères, au cours de mon premier mandat, plusieurs ont été les occasions où j'ai eu l'énorme privilège de discuter avec vous plusieurs thèmes, notamment sur notre continent, sur notre sous-région, mais surtout sur le Cap-Vert et le Sénégal. Je me sens heureux et honoré par votre présence ici aujourd'hui, dans cet acte solennel d'investiture pour mon second mandat en tant que président de la République du Cap-Vert. Votre présence, chers frères, témoigne de la solidité, de l'amitié fraternelle entre Cap-Verdiens et Sénégalais. Le chef de l'État salue la vitalité de la démocratie capverdienne et le message à lui envoyé par le président Fonseca témoigne de l'excellence des relations amicales entre Capverdiens et Sénégalais. J'ai été particulièrement touché par le discours très affectueux du président Fonseca à mon endroit et à l'endroit du Sénégal. En réalité, il a replacé le contexte des relations entre nos deux pays, le Sénégal et le Cap-Vert, relations historiques par des séries de migrants, à la fois capverdiens comme sénégalais. Et nous sommes aussi des voisins, c'est vrai qu'ils sont dans l'océan, et ce qui laisse penser que nous sommes très éloignés, mais en réalité ils sont à 500 km du Sénégal, et il était de mon devoir d'honorer cette amitié et d'honorer la présence du Sénégal ici au Cap-Vert pour témoigner aussi et saluer
l'exemplarité de la démocratie capverdienne. Le président réélu compte inscrire son action dans la continuité. Il s'engage à relever les défis du développement pour répondre aux préoccupations de ses concitoyens et améliorer les conditions de vie des Cap-Verdiennes et Cap-Verdiens. Le chef de l'État inaugure demain à Bokol, dans le département de Dagana, la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest. Coût des investissements, 17 milliards de francs CFA. Nous allons vous présenter cette infrastructure avec Maman Moussagna au cours de cette édition. Je le rappelle donc, le chef de l'État va inaugurer demain à Bokol cette centrale solaire d'une capacité de production de 20 MW. Le projet entre dans le cadre du programme de développement des énergies renouvelables mis en place par l'État du Sénégal. La centrale participe également à la réduction de la facture pétrolière. Les précisions de Dame Silla. Une production énergétique en quantité et en qualité occupe toujours le centre des préoccupations des pays qui aspirent à l'émergence. Conscient de cela, l'État du Sénégal s'est engagé à atteindre un taux de pénétration de 20% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique de la Sénélec à l'horizon 2017. Il faut s'attendre à une meilleure sécurisation de l'approvisionnement en électricité. Il faut également noter que ce sera de l'énergie propre, parce qu'avec les combustibles fossiles, il y a la pollution. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'environnement international pousse les gens à aller vers des énergies propres, telles que les énergies renouvelables. Donc 40 MW supplémentaires et en énergie propre, c'est important pour le Sénégal. Le président de la République, Macky Sall, va inaugurer le 22 octobre et le 3 novembre prochain les centrales solaires de Bokol et de Malicounda d'une capacité de 20 MW chacune. Des réalisations qui entrent dans le plan stratégique de la Sénélec à l'horizon 2020. Nous avons 6 projets qui vont être opérationnels d'ici mi-2017, ce sont les centrales solaires particulièrement. Et en 2018, il y aura donc le programme de 100 MW de scaling solaire de la Banque mondiale. Et on commencera également à accueillir par tranche les 150 MW de la centrale éolienne. Avec la découverte du pétrole et du gaz naturel au Sénégal, les problèmes énergétiques seront d'ici peu de vieux souvenirs. À la Sénélec, de nouveaux dispositifs techniques sont en train d'être mis en place. On va particulièrement élaborer des projets au gaz. J'ai parlé de dual fuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les centrales que nous installons actuellement pourront brûler du gaz quand le gaz sera disponible. On anticipe en fait. Et à partir de 2020, ou un peu au-delà, disons à partir de 2022-2023, nos nouveaux projets seront des projets gaz. Parce que les quantités de gaz qui sont découvertes au Sénégal vont au-delà de nos besoins. L'utilisation des énergies renouvelables contribue fortement à la réduction de la facture pétrolière. Avec les stratégies mises en place par l'État, les questions liées à la dépendance énergétique trouveront des réponses adéquates d'ici 2020. Retour sur l'actualité d'hier. Le secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, a été nommé président du Haut Conseil des collectivités territoriales par le chef de l'État. Nous vous proposons de revenir sur le parcours de l'homme d'État qui va diriger la nouvelle institution. Son portrait est signé Anaïs Nyanyamane. Ousmane Tanor Dieng est un homme politique né le 2 janvier 1947 à Niéniène. Il a obtenu sa licence en droit à l'Université de Dakar et un DSSS en droit public. Il est également breveté de l'École nationale de l'administration et de la magistrature. C'est en 1976 que Tanor Dieng a commencé son service au sein de l'administration sénégalaise, où il occupe successivement les fonctions de conseiller chargé des affaires internationales au ministère des Affaires étrangères jusqu'en 1978. De 1978 à 1981, il est nommé conseiller diplomatique auprès du président Léopold Sédar Senghor, puis auprès du président Abdou Diouf de 1981 à 1988. En 1988, il est nommé directeur de cabinet, puis ministre directeur de cabinet auprès du président Diouf, poste qu'il occupera jusqu'en 1993, année où il est nommé ministre d'État, ministre des Services et des Affaires présidentielles. Au sein du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng est membre du bureau politique dès 1988. En 1995, il est secrétaire général de la coordination départementale de Mbour et de l'Union régionale de Thiès. C'est en mars 1996 qu'il est nommé premier secrétaire du Parti socialiste et secrétaire national aux relations internationales. Homme d'État,
Ousmane Tanor Dieng était l'un des candidats en liste à l'élection présidentielle de 2012. Élection pour laquelle il a obtenu 13,53% des voix au premier tour et appelle à voter pour Macky Sall contre Abdoulaye Wade. Après la victoire du président Macky Sall, les relations entre le Parti socialiste et l'Alliance pour la République se sont renforcées et aujourd'hui, le chef de l'État l'a promu président du Haut Conseil des collectivités territoriales. La nomination du secrétaire général du Parti socialiste à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales parachève le processus de mise en place de la deuxième chambre consultative après le Conseil économique, social et environnemental né de la deuxième alternance. Par ailleurs, il équilibre les forces et les ambitions dans la coalition Benno Bokk Yakaar et le renforcement de la gouvernance locale. En installant Ousmane Tanor Dieng, le chef de l'État donne corps à une institution issue des assises nationales. C'est une analyse de Ousmane Garifaï. On le savait pressenti à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales depuis plusieurs mois déjà. Mais c'est à partir de ce jeudi 20 octobre 2016 que le secrétaire général du Parti socialiste est officialisé à la tête de l'institution. Le décret présidentiel le nommant est suivi d'un autre fixant celui-là au lundi 31 octobre son investiture. Autant dire que le chef de l'État n'entend pas perdre du temps. L'urgence dans les collectivités est telle qu'il faut très rapidement mettre en scène une institution plus que jamais centrale dans la conduite des politiques publiques à la base, dans un contexte marqué par des découvertes de richesses minières. Le HCCT, proposition des assises nationales et validée par référendum le 20 mars dernier, sera composé de 150 membres, tous appelés à être le réceptacle des ambitions dans une carte territoriale redéfinie, des territoires dorénavant classés en pôle économique. En nommant ainsi Ousmane Tanor Dieng à la tête de la deuxième chambre consultative aux côtés du 16, le Conseil économique, social et environnemental, le chef de l'État met sur orbite un commis chevronné de l'État dans le sens élevé de la haute administration et de notoriété publique. Mais pour autant, Ousmane Tanor Dieng n'en demeure pas moins un enfant de terre. Natif de Nguéniène dans le département de Mbour, il reste un allié fidèle du chef de l'État. Une orientation qui secoue depuis des mois son parti politique. Mais ce prix-là, celui qui reste plus que jamais patron du PS accepte de le payer. Avec ce choix stratégique et politique, le chef de l'État réalise donc d'une pierre plusieurs coups politiques. D'abord, il rétablit l'équilibre des forces et des ambitions au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, dont l'un des poids lourds, Moussa Fagnas, secrétaire général de l'AFP, conduit depuis 2012 les destinées de la représentation nationale. Ensuite, il donne corps à un slogan qui aura ainsi fini de traverser son septennat, gagner ensemble et gouverner ensemble. Et enfin, il verrouille toute velléité de rébellion dans ces deux plateformes les plus représentatives de Benno Bokk Yakaar, l'AFP et le Parti socialiste. Voilà donc qui lui donne les coups de franche pour mettre en évidence son agenda politique et économique qui rend aux collectivités locales leur totale dignité. Plus de 840 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe financière que la Banque africaine de développement BAD a donc accordé au Sénégal en soutien au projet du plan Sénégal émergent PSE. Le ministre de l'économie et des finances a signé à cet effet avec le président de la BAD le nouveau document de stratégie pays DSP 2016-2020, cadre de référence des futures interventions de l'institution financière africaine au Sénégal. Envoyés spéciaux à Abidjan, Alioune Ndiaye et Amadou Aram Thiam. Deux hommes de dossier et du sérail de la finance, côte à côte pour la signature du document de stratégie pays DSP 2016-2020. Un nouveau partenariat venu confirmer l'excellence de la coopération entre le Sénégal et la Banque africaine de développement, vieille de plus de 4 décennies et qui se matérialise par l'importance du portefeuille de ces projets. Actuellement, le portefeuille de projets nationaux actifs est de 11 opérations pour un montant total net d'engagement d'environ 237 milliards de francs CFA. Par ailleurs, la BAD appuie les efforts d'intégration régionale du Sénégal avec un portefeuille du secteur public comportant 6 opérations régionales et multinationales pour un montant d'environ 73 milliards de francs CFA. Votre institution a également augmenté ses investissements en faveur du secteur privé durant ces dernières années, particulièrement dans le secteur des infrastructures, énergie, ports, transport. Ainsi, le secteur privé compte 6 opérations pour un montant total d'environ 110 milliards de francs CFA. 2016-2020, un nouvel horizon pour un nouveau document de stratégie pays en adéquation avec les priorités définies dans le plan Sénégal émergent, articulé autour de 2 piliers. L'appui à la transformation agricole d'une part et
le renforcement des infrastructures de soutien à la production, énergie et transport. Ces deux piliers se sont fixés pour objectif de contribuer à la croissance inclusive et verte. À travers le pilier 1, le DSP vise à soutenir la transformation du secteur agricole au Sénégal, à travers notamment le développement des chaînes de valeur agricole, de l'agro-industrie et de l'entrepreneuriat agricole. À travers le pilier 2, la stratégie consistera à combler le déficit énergétique et le transport, afin de soutenir le développement de l'agro-industrie et améliorer les conditions de vie des populations. Pour cette nouvelle stratégie, les montants indicatifs des financements projetés satisfont le Sénégal. 743 milliards 700 millions de francs pour le guichet BAD, notre pays étant maintenant éligible au guichet souverain de la BAD, et de 98 milliards 900 de francs CFA pour les ressources du Fonds africain de développement. Au total, la BAD accordera au Sénégal une enveloppe financière de 842 milliards 600 millions de francs CFA. La BAD devra décaisser pour le programme 2016-2020 près de 850 milliards de francs CFA pour financer la vision de son Excellence, le président Macky Sall. Vous savez, comme nous tous nous le savons, si cette vision n'était pas partagée avec les dirigeants de la BAD, ils n'auraient pas décaissé une aussi importante somme pour accompagner le président de la République dans la vision qu'il est en train de mener. À ce financement indicatif, il faut ajouter les ressources devant provenir du guichet privé de la Banque africaine de développement, une institution qui, par la voix de son président, compte accompagner la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall. L'Afrique aujourd'hui dépense 35 milliards de dollars pour faire l'importation de denrées alimentaires. Mais quand même, aujourd'hui, 65% de toutes les terres arables qui n'ont pas encore cultivées est disponible en Afrique. Donc c'est l'Afrique qui doit nourrir le monde quand même. Mais on doit commencer quand même par la transformation de ce secteur pour que ce soit aussi plus productif, plus compétitif et avec le revenu qui peut attirer les jeunes d'entrer dans ce secteur. Parce que l'agriculture, c'est un secteur de richesse, ce n'est pas un secteur de la pauvreté. Nous voulons travailler avec le gouvernement sénégalais, son Excellence Monsieur le Président, dans sa vision de transformer toutes les zones rurales pour que deviennent les zones de richesse. Comparativement au DSP 2010-2015, d'un montant de près de 390 milliards de francs CFA, le président DSP a presque doublé et a connu une hausse de 450 milliards CFA. Un document en cohérence avec les priorités définies dans la stratégie de développement économique et social, cadre de référence du plan Sénégal émergent. Et puis nous allons revenir avec nos envoyés spéciaux à Abidjan sur d'autres aspects de cette signature de convention entre le Sénégal et la Banque africaine de développement dans nos prochaines éditions. Paix et sécurité, ce sont les trois axes prioritaires de la présidence du Sénégal au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères, a invité les représentations diplomatiques pour les entretenir de l'agenda du Sénégal au Conseil de sécurité. Donc, compte rendu à Fantabachi. Des ambassadeurs et des représentants d'organisations internationales invités à partager les problématiques que le Sénégal compte porter au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le terrorisme et l'extrémisme violent, notamment dans notre région, en Afrique et au Sahel, défis liés à la sécurité globale, aux questions de développement, à la promotion des droits de l'homme, à la démocratie. Ces informations pourront permettre à nos gouvernements de vous assister d'une manière ou d'une autre, puisque nous avons aux Nations Unies le groupe africain qui s'est réuni. Donc je peux penser, Excellence, et le groupe d'autres régions, je peux penser, Excellence, que vous aurez le soutien de tous les pays à partir de votre action, à partir du groupe africain aux Nations Unies, en ce qui concerne l'Afrique. Le Sénégal doit assurer de nombreuses responsabilités à la présidence du Conseil. 3 thématiques sont retenues: l'eau, la paix et la sécurité. En posant cette problématique, nous avons voulu partager une expérience, celle
d'un pays qui travaille avec d'autres pays de la région dans la gestion commune d'un bassin fluvial qui s'appelle le fleuve Sénégal, qui en termes de bassin fluvial international est le premier, le mieux noté en tant qu'expérience novatrice de gestion d'un cours d'eau international. C'est une expérience positive. Et cette expérience, nous voulons la partager parce que ce n'est pas toujours comme ça que les cours d'eau internationaux sont gérés dans d'autres régions du monde. Les questions de santé globale constituent aussi un intérêt particulier. La santé, ce n'est pas seulement une question sociale. Il ne concerne pas seulement l'OMS. Il y a une dimension sécuritaire. Mankeur Ndiaye a aussi entretenu le corps diplomatique du programme de la 3e édition du Forum international de Dakar, forum consacré aux défis de l'heure et du continent. Le thème général, c'est l'Afrique face à ses défis sécuritaires. Regard croisé pour des solutions efficientes. 500 participants donc attendus. Cette année, nous comptons impliquer davantage le secteur privé. La présidence du Sénégal au Conseil de sécurité des Nations Unies est une opportunité pour notre pays d'apporter sa contribution aux préoccupations nationales, sous-régionales et africaines. Les décisions qui émanent de l'instance onusienne sont déterminantes dans la résolution de nombreuses questions. Voilà, nous accueillons à présent notre invité, Maître Sidiki Kaba, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. C'est avec plaisir. D'accord, très bien. Alors, monsieur le ministre, votre département a entamé de nouvelles réformes pour notamment améliorer les conditions des détenus chez le Code de la justice de manière générale. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus tôt sur le contenu de ces réformes et qu'est-ce qu'elles visent exactement? Je voudrais d'abord dire que c'est une réforme majeure qui entre dans le cadre de la politique du président de la République Macky Sall, qui, dès son accession à la magistrature suprême, avait dit qu'il fallait engager un vaste programme de modernisation de la justice. Et dans ce cadre-là, le processus qui est engagé aujourd'hui permet à la fois, par les réformes du Code pénal et du Code de procédure pénale, d'assurer une plus grande sécurité des citoyens dans la lutte contre le terrorisme, contre la cybercriminalité, contre les crimes transnationaux. Autant de questions qui sont assez importantes, qui sont des défis majeurs et qui doivent avoir une réponse législative et très claire. De notre côté aussi, il faut assurer l'indépendance de la magistrature. L'indépendance de la magistrature, c'est une plus grande possibilité aux magistrats d'être représentés au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. C'est de permettre aussi la transparence dans la gestion de leur carrière. Mais également aussi, il y a une chose aussi assez importante. C'est aussi la question de nos prisons. Trouver les bonnes solutions à la longue détention, qui est très importante parce qu'il faut juger dans un temps réduit. Et donc les détenus qui sont en attente de leur jugement. Autant de choses qui aujourd'hui permettent à notre justice d'être à la fois efficace, rapide et performante. Alors, le contenu des réformes, vous pouvez revenir un peu sur ça? Nous pouvons dire, par exemple, lorsque vous verrez, par exemple, une chose qui est assez importante en ce qui concerne le travail au profit de la société, au bénéfice de la société, c'est une forme alternative maintenant à la prison. Il sera donné de rendez-vous dans le code que des citoyens qui peuvent être condamnés, un justiciable qui a commis une faute, le juge, si la peine n'excède pas 6 mois, peut lui donner le choix d'aller soit en prison ou de faire un travail pour la société. C'est un fait majeur. Alors ça permet de résorber le déficit, de résorber en quelque sorte l'emprisonnement, la surpopulation carcérale. Mais il y a quelque chose de plus important, c'est nous avions fait la suppression de la cour d'assises. Cette suppression a permis de réduire le gap. Mais on a fait la cession. Cette fois-ci, nous sommes avec des chambres permanentes. Cela voudrait dire que dans des délais beaucoup plus raisonnables, la justice sera rendue. Mais de notre côté aussi, ce qu'il faut surtout retenir, au niveau de la construction des tribunaux, nous avons fait des tribunaux d'instance de Kumpentum, de Goudiri, pour rapprocher les justiciables de la justice. Et on vient de faire la cour d'appel de Ziguinchor. C'est un élément important. Les 3 régions ont aujourd'hui la possibilité, le justiciable, d'avoir directement accès à son juge, et ce qui permettra à des détenus ou à des personnes qui ont
ont maille à partir à la justice, de pouvoir ainsi avoir directement la justice sans venir jusqu'à Dakar. C'est un fait majeur. Très bien, Monsieur le ministre. Alors revenons maintenant sur l'actualité nationale marquée par l'affaire Barthélémy Diaz. Il y a beaucoup de gens, après sa convocation, beaucoup de personnes parlent d'acharnement et d'instrumentalisation de la justice. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Mais ce qu'il faudrait tout simplement dire, il n'y a ni acharnement, ni donc instrumentalisation de la justice. Il faudrait dépassionner ces débats. C'est le cours normal de la justice. Faudrait-il rappeler que c'est l'ancien régime qui avait donc engagé les procédures contre Barthélémy Diaz. Les faits ont eu lieu au mois de décembre 2011 et par la suite, il a bénéficié d'une liberté provisoire. Ce qui voudrait dire que s'il y avait un acharnement politique, rappelez-vous très bien que les faits qui lui sont reprochés sont des faits qui sont graves. Mais faudrait-il rappeler aussi que c'est la présomption d'innocence. Comment celle-ci s'est exprimée? Quoi qu'il ait bénéficié d'une liberté provisoire, il a pu se présenter à la députation, il a été élu. Et donc, s'il y avait une volonté de l'empêcher, sa carrière politique, il y aurait eu déjà une possibilité d'empêcher cette carrière politique de s'exprimer telle qu'il aurait voulu. Telle n'est pas l'attitude de la justice. Encore faudrait-il rappeler, le temps judiciaire, le temps politique, le temps médiatique ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, il a été convoqué devant la justice. C'est parce que l'enrôlement de l'affaire ne tient pas compte de la session. Mais devant le juge ayant estimé qu'il y a une immunité parlementaire à relever, le parquet a demandé à ce qu'on puisse renvoyer l'affaire. C'est une procédure normale. Cette immunité va donc, le président de l'Assemblée sera saisi, l'Assemblée prendra une décision et la justice va continuer. Et si les faits qui sont reprochés sont des faits qui sont établis, la justice prendra les décisions. Si tel n'est pas le cas, dans tous les cas, il faudrait retenir qu'il n'y a pas une instrumentalisation, il n'y a pas une ingérence. C'est le cours normal de la justice. Je pense qu'il faudrait que les Sénégalais, dans un débat comme celui-ci, puissent comprendre que quand il y a une question, on ne doit pas se dire à chaque fois qu'il y a un agenda politique, qu'il y a un complot politique. Cela n'a rien à voir avec ça. Et il faut encore une fois se rappeler, il y a deux personnes, la partie civile, la famille Ndiaga Diouf, qui demande justice, qui trouve que le temps était long, et ceux qui disent qu'il y a un complot judiciaire. Mais non, on n'est pas dans cette situation. La justice sera rendue en tenant compte des éléments de preuve qui seront là. Il ne s'agit tout simplement que de cela. Et il ne faudrait pas du tout oublier que tout le monde a droit à la justice, aussi bien la victime et aussi celui qui est présumé alors responsable du crime. Donc mettons-nous dans cette perspective et sortons du débat politicien qui n'a rien à voir avec la justice, parce que c'est une façon de lancer l'opprobre contre des magistrats qui ont un travail difficile. On préjuge avant qu'ils n'aient jugé. Alors faudrait-il laisser cette justice juger? C'est important que l'on sorte de ce débat et de mettre la pression sur la justice. On dit que c'est le pouvoir exécutif qui le fait, mais s'il a eu le fait, c'est ça la vraie pression. La justice a besoin de passion, elle n'a pas besoin de passion, elle a besoin justement de s'exercer dans la sécurité et en même temps aussi, surtout dans le calme et la sérénité. Laissons-la faire son travail. Voilà, justement, en parlant de la justice et des hommes de la justice, plutôt, on va reparler de ce point-là, de la réforme que nous n'avons pas développée tout à l'heure. Il s'agit de l'institution d'un privilège, donc de juridiction pour les greffiers. Est-ce que vous pouvez nous reparler un peu de cette réforme-là qui concerne les greffiers? C'est une avancée majeure qui était une revendication des greffiers, qui sont des acteurs aussi importants donc, de la justice et qui, malheureusement, lorsqu'ils étaient poursuivis, l'étaient comme des citoyens, comme des simples citoyens, alors que d'autres acteurs de la justice, comme les officiers de police judiciaire, ont cette protection. Donc ce n'est que justice qui est établie en ce qui les concerne, et je pense que cela participe aussi à faire en sorte que ces acteurs qui sont à la fois la plume et l'oreille des magistrats puissent être beaucoup plus en position de mieux participer à faire que notre justice soit encore une justice performante et une justice aussi efficace.
Voilà, monsieur le ministre, décidément l'actualité judiciaire est très, très riche ces temps-ci. L'actualité nationale, on en a parlé avec l'affaire Barthélémy Diaz, et l'actualité internationale, l'actualité judiciaire internationale est marquée par le retrait du Burundi de la CPI, et l'Afrique du Sud également a suivi. Alors, qu'est-ce que vous apportez comme précision par rapport au retrait de ces deux pays? Je reviendrai vers vous à travers une conférence de presse, mais en vous disant tout simplement que la justice est nécessaire à quelque niveau où l'on se situe. Alors, s'il n'y a pas la justice, c'est la vengeance. Et l'acte de justice n'est pas la vengeance. Le progrès le plus important que l'humanité ait connu, c'est de pouvoir régler, dans le cadre d'un état de droit, les questions d'injustice. Et si les injustices ne sont pas réglées, ce sont des crises, ce sont des conflits, c'est des violations massives des droits, c'est en même temps aussi des souffrances. Et cela, il faut l'éviter au nom de l'humanité. Voilà, monsieur le ministre, donc vous allez convier la presse pour préciser ces sorties de ces deux pays de la Cour pénale internationale. Oui, c'est cela? En ma qualité de président de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, de la Cour pénale internationale, ce travail sera fait et vous serez invités très certainement. Et c'est pour quand? Très bientôt. D'accord, merci monsieur le ministre d'avoir accepté notre invitation. Mais restez avec nous pour poursuivre l'actualité. Après une année passée à la tête de la police nationale, Omar Mal a fait le point face à la presse. La lutte contre le terrorisme, le défi principal à relever, a-t-il souligné. La police nationale compte donc s'appuyer sur les populations pour relever ce défi. C'est un compte-rendu de Seydina Alunfal. 12 mois après sa nomination, le directeur général de la police a fait le point. Une étape a été franchie, des initiatives prises pour renforcer la sécurité. Stage de formation des unités antiterroristes, acquisition d'armements de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme, création de 8 nouveaux postes frontaliers, entre autres. Le directeur général de la police nationale est formel. Il faut l'implication des populations dans la lutte contre le terrorisme. On mise davantage sur le renseignement communautaire, c'est-à-dire le renseignement humain. Les individus qui sont dans les villages, dans les quartiers, quelque part dans le pays, qu'ils soient sénégalais ou non sénégalais, ces gens-là doivent cultiver le sens, le réflexe donc, du renseignement pour permettre aux forces de défense et de sécurité de pouvoir sonner l'alerte et de lutter efficacement contre toute agression de ce genre. 80% de la population ont confiance à la police nationale, d'après un sondage de l'ANSD. Ceux qui sont là ne sont que l'échantillon de cette police. Nous sommes 10 directions, et chaque direction a sa spécificité. Les gens pensent que la police n'est là que pour réprimer. Loin s'en fout. Pour vous dire encore une fois, je le répète, je l'ai dit quelque part et je le répète encore, en cas de maintien de l'ordre ou de rétablissement de l'ordre, s'il y a un seul blessé, c'est un échec. La forcerie quand il y a un mort d'homme. Parce que nous considérons que les manifestants ne sont pas nos ennemis. Ce sont nos adversaires du moment. Après la manifestation, c'est terminé. La police nationale a son rôle à jouer dans la sécurisation des personnes et des biens. Mais la mutualisation des différentes forces permettra de barrer la route aux personnes mal intentionnées. Récemment, donc, au sein du ministère de l'Intérieur, il a été créé ce qu'on appelle le SICO, le cadre interministériel d'intervention des opérations, de coordination des opérations de lutte contre le terrorisme. Donc, basé au ministère de l'Intérieur, géré par le général Sen, commandant de la gendarmerie territoriale, mais composé donc de militaires, de gendarmes, de policiers. 1800 policiers seront recrutés. Pour rappel, 3 contingents de 140 éléments de la police nationale sont déployés actuellement dans différentes missions de maintien de la paix. Pose de la première pierre du quai de pêche de Potou à Louga. L'ouvrage va coûter plus de 270 millions de francs CFA, une infrastructure qui va contribuer à l'amélioration des conditions de travail des acteurs de la pêche qui ont salué l'initiative. Le ministre de la Pêche l'avait promis il y a quelques mois. Aujourd'hui, il vient poser la première pierre de ce quai de pêche de Potou. Une initiative qui arrive à son heure selon les acteurs pour qui cette infrastructure est destinée.
C'est avec une joie immense qu'on vous accueille ce jour. Monsieur le ministre, on demandait depuis longtemps ce quai de pêche. Merci à vous et au chef de l'État. L'installation aujourd'hui de quais de pêche va beaucoup contribuer à la promotion de ce secteur, dont la production et le chiffre d'affaires sont en constante augmentation dans le département de Louga. Les conditions de travail étaient difficiles dans cet espace sans aire de transformation et cela a été une préoccupation pour les acteurs, mais aussi pour les autorités qui ont décidé de construire cet ouvrage d'une valeur de 279 millions. Depuis plusieurs dizaines d'années, il n'y a pas eu de construction de quai de pêche au Sénégal. C'est le président Macky Sall qui a décidé, dans son programme vers l'émergence, de doter les zones de pêche de quais de pêche modernes. C'est ainsi que nous sommes en train de réaliser un programme avec beaucoup de quais de pêche. Nous avons cité Soumbédioune, nous avons cité Yoff, nous avons cité Bargny. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire la pose de la première pierre du quai de pêche de Potou. Et d'autres quais vont suivre. Après les quais de pêche, le président nous a demandé de nous occuper des femmes transformatrices, les femmes qui s'occupent de transformer les produits halieutiques par la construction d'aires de transformation modernes pour éviter que les femmes travaillent dans des conditions difficiles. Le quai de pêche de Potou sera composé d'un bloc administratif, d'un magasin pour stocker les moteurs, d'un débarcadère et d'un parking pour camions. Le gouvernement prévoit aussi à terme de mettre à la disposition des acteurs un complexe frigorifique. À présent, direction Ziguinchor pour aller à la découverte du métier de technicien forestier, un corps qui attire de plus en plus les jeunes. Les techniciens forestiers jouent un rôle de sentinelle pour la préservation des ressources. Ces professionnels sont formés au Centre national de formation des techniciens des eaux et forêts, chasse et parcs nationaux. Les précisions de Salou Sek. C'est à Djibelor, à 1 km de Ziguinchor, que se trouve le centre de formation nationale des techniciens des eaux et forêts, chasse et des parcs nationaux. Unique dans son genre au Sénégal, l'établissement a été créé en 1963. Un creuset de formation des professionnels qui assure la gestion des ressources naturelles. Un métier qui attire de plus en plus les jeunes. C'est un métier que j'aimais avant. Bon, je l'aimais, mais je ne connaissais pas c'est quoi un technicien des eaux et forêts. C'est parce que j'ai vu des gens devenir des techniciens des eaux et forêts, des gens que je connaissais, et je me suis intéressé à ce qu'ils faisaient. Donc c'est ça qui m'a poussé à faire le concours. Même le concours, qui est un concours commun à 3 écoles, on a tendance à l'appeler concours eaux et forêts. En fait, c'est un concours commun à l'école d'agriculture qui est à côté et à l'école d'élevage qui est à Saint-Louis. La formation des techniciens des eaux et forêts, chasse et des parcs nationaux est donc devenue aujourd'hui un métier passionnant pour les jeunes. Pour bénéficier de cette formation, le candidat doit subir un concours national très sélectif. Le concours, c'est vraiment, je jugeais ça vraiment un concours vraiment intéressant et important. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait tellement de personnes qui fréquentaient cette concours. Voilà, je voyais des personnes, vraiment des centaines de personnes, ou bien des milliers même, qui faisaient ce concours. Mais vraiment, je disais alhamdoulilah parce que comme Dieu m'a choisi pour être dans cette école. À l'état initial, l'école, on y entrait avec le COP. Ça, jusqu'en 72, on faisait COP plus 4 ans. Aujourd'hui, donc, à partir de 72, maintenant, c'est le brevet. Donc, pour accéder à l'école, il faut être titulaire du BFM. La formation dure 3 ans. Elle allie théorique et pratique. Elle est sanctionnée par un brevet de technicien des eaux et forêts, chasse et des parcs nationaux. Le profil de sortie de l'élève, il peut s'adapter au niveau des eaux et forêts comme au niveau des parcs nationaux, puisque ce sont les 2 directions principalement qui utilisent les sortants de l'école. Être un forestier, ce n'est pas être sur la route pour arrêter les véhicules, peut-être contrôler le matériel. Mais le forestier a son métier, c'est veiller sur l'environnement.
Donc le technicien forestier est différent des gardes forestiers. Il n'a pas les compétences requises pour contrôler ou même lutter contre le trafic de bois. Il joue le rôle de sentinelle pour la conservation des ressources naturelles. Un technicien, c'est le bas de l'échelle. Pas tellement le bas, parce qu'actuellement, il y a un autre corps. L'autre corps, ce qu'on appelle le corps des gardes. Après le corps des gardes, il y a ce qu'on appelle les techniciens. Après les techniciens, il y a ce qu'on appelle le corps des ingénieurs. Et au niveau des corps des ingénieurs, il y en a deux. Il y a les ingénieurs de travaux et les ingénieurs de conception. Mais au niveau de ce qu'on appelle les techniciens, c'est des gens qui sont là avec, pour donner la technicité de formation au niveau de la population, de les encadrer. Qui dit encadrer, leur donner un métier, de savoir comment planter, comment faire autre chose, beaucoup d'autres choses à faire. Ainsi, le technicien doit être outillé davantage pour pouvoir transmettre ses connaissances aux populations. Conduire une pépinière de production de plants, ça c'est la première étape. Je pense que c'est important. Conduire un chantier de reboisement, c'est-à-dire planter. Suivre la plantation et l'exploiter. C'est-à-dire suivre la vie d'un arbre. Ça c'est important. Ensuite, au niveau de la faune, c'est connaître les animaux. Et même s'ils ne se comportent pas comme policiers, les techniciens doivent aussi maîtriser la législation forestière. De la première à la troisième année, ils reçoivent des enseignements qui leur permettent de bien gérer les ressources naturelles. Première année, comme on dit, l'élève est familier, il est initié. C'est en deuxième année qu'on a ce qu'on appelle les modules de production. C'est là vraiment où l'élève entre vraiment dans les techniques de production forestière. C'est là où il apprend aussi les animaux et la connaissance de la faune et de la gestion des aires protégées. Ça, c'est la deuxième année. Donc, troisième année, on pense que l'élève est suffisamment outillé. Il connaît le milieu, il connaît les techniques et itinéraires de production. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des modules de synthèse qu'on a initiés en troisième année. C'est les modules comme l'agroforesterie, où on doit intégrer l'agriculture et la forêt, par exemple. Il y a l'aménagement forêt, comment gérer une forêt. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des modules de synthèse qui sont essentiellement enseignés en troisième année. Ex-école des agents techniques des eaux et forêts, le centre de Djibélor est le seul centre de formation des techniciens des eaux et forêts, chasse et des parcs nationaux au Sénégal. Il a formé près d'1 millier d'agents qui apportent leur contribution pour une bonne gestion de l'environnement partout au Sénégal. Et au moment où les ressources naturelles sont menacées, leur connaissance en la matière est plus que jamais nécessaire. Voilà pour la rubrique métier signée Saliou Sek. La troisième saison de Grit Entrepreneur est officiellement lancée donc. Le concours concerne les Sénégalais résidant au Sénégal, âgés de 18 à 40 ans et qui exercent une activité commerciale à fort impact social depuis au moins 2 ans. Les dépôts des candidatures démarrent à partir du 24 octobre et se poursuivent jusqu'au 27 novembre 2016. Les précisions de Dame Silla. Le programme Grit Entrepreneur du British Council a pour objectif de soutenir les jeunes Sénégalais porteurs de projets. À partir du 24 octobre jusqu'au 27 novembre 2016, toute personne de nationalité sénégalaise âgée entre 18 et 40 ans, résidant au Sénégal et exerçant une activité commerciale à fort impact social depuis au moins 2 ans, peut déposer sa candidature. Pour postuler, il faudra vous rendre sur le site du British Council, www.britishcouncil.com.sn. Donc il y aura un formulaire en ligne à remplir, il y aura beaucoup de formations tout au long du parcours, il y aura du coaching, il y aura du mentoring, et il y aura un sommet de Entrepreneurial Africa au Ghana en février qui se tiendra pour les finalistes. Et il y a aussi de nombreux lots à gagner, c'est-à-dire allant jusqu'à 10 millions de francs CFA et beaucoup d'autres lots fournis par nos partenaires techniques. Pour cette édition, les meilleurs candidats participeront à des ateliers de formation et à des sessions de coaching et de mentorat facilités par des experts nationaux et internationaux. Chaque année, on voit de plus en plus de succès avec ce programme. Donc on voit qu'il y a une forte demande, on voit le potentiel de la jeunesse sénégalaise et on aimerait faire ce que nous pouvons faire pour promouvoir l'entrepreneuriat, pour créer de l'emploi pour créer les opportunités chez les jeunes. Pour cette année, l'innovation, c'est la caravane qui fera le tour des régions du Sénégal pour permettre à tous les jeunes Sénégalais porteurs de projets et remplissant les critères de pouvoir postuler au concours.
Place à notre reportage du jour. Depuis le début du mois d'octobre, les pluies se font rares sur la partie nord et centre du pays, ce qui n'est pas sans conséquence sur la température car il fait excessivement chaud dans cette partie du pays. Est-on à la fin de l'hivernage? C'est la question que tout le monde se pose. Réponse dans ce reportage de Koumba Diakhatemar. La dernière fois que le ciel a ouvert ses vannes sur Dakar remonte au 28 et 29 septembre avec un cumul de 31 mm. Les pluies sont de plus en plus rares dans toutes les zones nord et centre du pays. Alors, Monsieur Météo, l'hivernage tire-t-il à sa fin? Pratiquement. Parce que bon, ce qu'on a remarqué depuis le début du mois d'octobre, la dynamique qui s'est installée actuellement. Donc, en termes d'hivernage, de pluie de mousson, on ne s'attend pas d'autres activités. Donc on tire carrément vers la fin de l'hivernage sur ces localités, sur la partie nord et centre du pays. Mais attention, il n'est pas exclu que dans la partie nord et centre, même vers le littoral, qu'on ait d'autres pluies. Qu'on observe d'autres pluies qui auront une dynamique donc, qui sera différente de la dynamique d'hivernage. Donc en gros, c'est en termes de mousson quand même, de pluie, on ne s'attend pas à beaucoup d'activités pluvieuses sur la partie nord et centre du pays. Cette baisse de l'activité pluviométrique entraîne une forte chaleur. Les températures ont actuellement atteint leur pic. En termes de climatologie, c'est la période la plus chaude au Sénégal. C'est la période la plus chaude, que ce soit à Dakar, à l'intérieur. C'est là que les maximums de température quand même atteignent leur pic. Donc c'est assez normal qu'on observe cette chaleur pendant cette période de l'année. Selon la météo, une chute des températures est prévue à partir de la semaine prochaine sur le littoral nord-ouest. Par contre, à l'intérieur du pays, les températures resteront élevées. Politique. Après avoir consulté ces instances à la base, le Parti socialiste a majoritairement décidé de rester dans la coalition Benno Bokk Yakaar pour les prochaines législatives. L'information a été rendue publique ce matin par le porte-parole du parti, Serigne Mbaye Thiam, qui a fait face à la presse. Compte rendu par Bouna Thiaw. 3 questions principales étaient au centre des consultations organisées dans les 136 coordinations régulières que compte le Parti socialiste à travers le pays. Le PS doit-il aller seul sous sa propre bannière aux prochaines élections législatives? Doit-il rester dans la coalition Benno Bokk Yakaar ou doit-il plutôt aller dans une autre coalition? Les commissions administratives des coordinations se sont exprimées à travers un scrutin dont les PV ont été approuvés et validés par le secrétariat exécutif. 17 801 membres ont effectivement participé au vote en exprimant un choix. 29 se sont abstenus, ce qui fait 0,16%. Donc, nombre de votants au niveau des commissions administratives de tout le parti, c'est 17 801 membres. Ceux qui ont voté pour que le PS aille seul sous sa propre bannière aux élections législatives de 2017, c'est 1126 voix, soit 6,33%. Ceux qui ont voté pour que le PS aille en coalition aux prochaines élections législatives de 2017, c'est 16 675 voix, soit 93,67%. Sur ces 16 675 voix qui ont voté pour que le PS aille en coalition, 16 227 ont voté pour que le PS reste dans la coalition Benno Bokk Yakaar, soit 91,16%. Sur ces 16 675 qui ont voté pour que le PS aille dans une autre coalition, mais sans préciser, 448 voix ont opté pour que le PS recherche une autre coalition, soit 2,52% des votants. Dans la foulée, le parti s'est félicité de la nomination de Ousmane Tanor Dieng à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales. Aujourd'hui, si c'est Ousmane Tanor Dieng qui est proposé, c'est parce qu'il mérite largement le poste qui lui est confié. Le porte-parole Serigne Mbaye Thiam a appelé les camarades à respecter et à se plier à la décision majoritaire du parti.
L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées, elle nous mène en Irak, en France, au Liban, en Afrique du Sud, mais d'abord la Mauritanie où le dialogue politique sur la signature d'un accord entre la majorité et l'opposition a pris fin. C'est un récit de Philomène Constance Diagne. Le dialogue national lancé en fin septembre s'est achevé ce jeudi soir. Les partis politiques du pays, majorités et oppositions, ont signé un accord politique. Au final, plusieurs révisions constitutionnelles ont été retenues. Seule la suppression de la limitation des mandats présidentiels, l'article 28, qui limite le nombre de mandats à 2, n'a pas été maintenu. Le Sénat devrait disparaître ainsi que la Haute Cour de justice. Entre autres points d'accord, la modification de l'hymne et le drapeau pour accentuer l'esprit patriotique et la référence à l'islam. Un point de l'accord qui risque cependant de créer des remous dans la scène politique, celle de la tenue d'élections législatives et municipales anticipées. Lors de la cérémonie de clôture, le chef de l'État mauritanien a cherché à mettre un point final à la polémique autour d'un éventuel 3e mandat. L'Afrique du Sud a annoncé qu'elle quittait la Cour pénale internationale. L'info a été annoncée dans un courrier à l'Organisation des Nations Unies. Ce retrait prendra effet dans un an à compter de la date de réception de cette lettre par le secrétaire général de l'ONU. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères estime que ses obligations au regard de la résolution pacifique des conflits étaient parfois incompatibles avec l'interprétation donnée par la Cour pénale internationale. Le refus de l'Afrique du Sud d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir l'an dernier a participé à cette prise de décision. Michel Aoun, soutenu dans sa candidature à la présidence par Saad Hariri. Ce ralliement constitue un tournant majeur dans la crise présidentielle au Liban. Cette élection, qui est prévue dès le 31 octobre, pourrait relancer la vie politique du pays. Ce vote devrait également aider à éviter un effondrement des institutions de l'État paralysées depuis mai 2014 en contrepartie du soutien de Hariri, le chef chrétien et allié du Hezbollah. Michel Aoun s'est engagé à nommer le leader sunnite comme Premier ministre. La tension monte chez les policiers français. L'exécutif affaibli s'inquiète. Des appels à des rassemblements devant le palais de justice. Une réunion prévue la semaine prochaine avec François Hollande. Les syndicats des policiers essayent de reprendre la main. C'est suite à un mouvement de grogne qui les a dépassés et qui a mis le gouvernement sur la défensive. Le climat s'alourdit dans une période plus que jamais critique pour le chef de l'État, lâché par une partie de son camp. Par ailleurs, dans le pays, la préfecture du Pas-de-Calais vient de publier l'arrêté d'expulsion du bidonville de Calais, 1 an et demi après l'installation des premières tentes sur l'ancienne décharge. Les 7000 personnes vivant dans le camp vont devoir partir vers d'autres régions qui accueillent les centres d'orientation répartis un peu partout en France. L'évacuation est prévue à partir de lundi prochain à 8 h et devrait être rapide. Une offensive de djihadistes ce vendredi dans la région de Kirkouk au nord de l'Irak. Des dizaines d'hommes armés ont été vus, donnant lieu à des affrontements. 6 morts chez les policiers et 12 du côté des islamistes ont été enregistrés. Quelques bâtiments gouvernementaux ont été la cible de tirs ainsi que la centrale électrique de Dibis. L'EL a revendiqué les attentats via son agence de propagande AMAC. Retour chez nous pour parler sport. Après le tournoi du Parlement, place à la Super Coupe. La Fédération sénégalaise de football innove. Cette année, la Super Coupe va opposer demain donc au stade Demba Diop, Gorée à Niary Tally et est dotée du trophée du Conseil économique, social et environnemental. Voici à ce propos les explications du président de la Fédération de football au micro de Pape Madi Diop. L'événement en lui-même constitue une innovation. Cette Super Coupe vient compléter un peu la chaîne de compétitions fédérales qui sont organisées chaque année. Après que la Ligue professionnelle ait lancé le trophée des champions qui oppose le champion du Sénégal de Ligue 1 et le détenteur de la Coupe de la Ligue. Donc le dernier maillon qui manquait à la chaîne vient d'être complété. C'est cette Super Coupe qui chaque année va opposer l'équipe championne
et l'équipe vainqueur de la Coupe du Sénégal. Nous essaierons d'en faire une réussite populaire ce samedi à 16h30 au stade Demba Diop. Vous le savez, la Super Coupe dans tous les grands pays de football se joue régulièrement. Je pense que c'est important, au bout d'une saison, qu'entre les champions et les détenteurs des trophées, qu'on sache qui est la meilleure équipe de la saison, et ce sera ça le but. Et pour ce qui concerne les innovations en termes d'organisation, je peux simplement dire que nous allons essayer de motiver au maximum les équipes. Les équipes recevront pour le vainqueur donc 3 millions de francs et pour l'équipe qui a perdu la Super Coupe 2 millions. Nous avons retenu pour cette première édition de faire parrainer donc cette Super Coupe par le Conseil économique et social et environnemental. Donc, mais nous allons essayer l'année prochaine de trouver par l'intermédiaire du naming un sponsor qui pourra financer donc cette Super Coupe. Goregnar Italie, c'est donc l'affiche de la première édition de la Super Coupe. Vous pourrez suivre ce match en direct sur la RTS100, donc demain à partir de 16h30. Voilà, ainsi se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne soirée sur la RTS1. 2,6 milliards de francs CFA. La BAD devra décaisser pour le programme 2016-2020 près de 850 milliards de francs CFA pour financer la vision de son Excellence, le président Macky Sall. Vous savez, comme nous tous nous le savons, si cette vision n'était pas partagée avec les dirigeants de la BAD, ils n'auraient pas décaissé une aussi importante somme pour accompagner le président de la République dans la vision qu'il est en train de mener. À ce financement indicatif, il faut ajouter les ressources devant provenir du guichet privé de la Banque africaine de développement, une institution qui, par la voix de son président, compte accompagner la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall. L'Afrique aujourd'hui dépense 35 milliards de dollars pour faire l'importation de denrées alimentaires. Mais quand même, aujourd'hui, 65% de toutes les terres arables qui n'est pas encore cultivées est disponible en Afrique. Donc c'est l'Afrique qui doit nourrir le monde quand même. Mais on doit commencer quand même par la transformation de ce secteur pour que je sois aussi plus productive, plus compétitive et avec le revenu qui peut attirer les jeunes d'entrer dans ce secteur. Parce que l'agriculture, c'est un secteur de richesse, ce n'est pas un secteur de la pauvreté. Nous voulons travailler avec le gouvernement sénégalais, son Excellence Monsieur le Président, dans son vision, de sa vision de transformer toutes les zones rurales pour que deviennent les zones de richesse. Comparativement au DSP 2010-2015, d'un montant de près de 390 milliards de francs CFA, le président DSP a presque doublé et a connu une hausse de 450 milliards CFA. Un document en cohérence avec les priorités définies dans la stratégie de développement économique et social, cadre de référence du plan Sénégal émergent. Et puis nous allons revenir avec nos envoyés spéciaux à Abidjan sur d'autres aspects de cette signature de convention entre le Sénégal et la Banque africaine de développement dans nos prochaines éditions. Paix et sécurité, ce sont les trois axes prioritaires de la présidence du Sénégal au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères, a invité les représentations diplomatiques pour les entretenir de l'agenda du Sénégal au Conseil de sécurité. Donc, compte rendu à Fantabachi. Des ambassadeurs et des représentants d'organisations internationales invités à partager les problématiques que le Sénégal compte porter au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le terrorisme et l'extrémisme violent, notamment dans notre région, en Afrique et au Sahel, défis liés à la sécurité globale, aux questions de développement, à la promotion des droits de l'homme, à la démocratie. Ces informations pourront permettre à nos gouvernements de vous assister d'une manière ou d'une autre, puisque nous avons aux Nations Unies le groupe africain qui s'est réuni. Donc je peux penser, Excellence, et le groupe d'autres régions. Je peux penser, Excellence,
vous aurez le soutien de tous les pays à partir de votre action, à partir du groupe africain aux Nations Unies, en ce qui concerne l'Afrique. Le Sénégal doit assurer de nombreuses responsabilités à la présidence du Conseil. 3 thématiques sont retenues: l'eau, la paix et la sécurité. En posant cette problématique, nous avons voulu partager une expérience, celle d'un pays qui travaille avec d'autres pays de la région dans la gestion commune d'un bassin fluvial qui s'appelle le fleuve Sénégal, qui en termes de bassin fluvial international est le premier, le mieux noté en tant qu'expérience novatrice de gestion d'un cours d'eau international. C'est une expérience positive. Et cette expérience, nous voulons la partager parce que ce n'est pas toujours comme ça que les cours d'eau internationaux sont gérés dans d'autres régions du monde. Les questions de santé globale constituent aussi un intérêt particulier. La santé, ce n'est pas seulement une question sociale. Ne concerne pas seulement l'OMS. Il y a une dimension sécuritaire. Mankeur Ndiaye a aussi entretenu le corps diplomatique du programme de la 3e édition du Forum international de Dakar, forum consacré aux défis de l'heure et du continent. Le thème général, c'est l'Afrique face à ses défis sécuritaires. Regard croisé pour des solutions efficientes. 500 participants donc attendus. Cette année, nous comptons impliquer davantage le secteur privé. La présidence du Sénégal au Conseil de sécurité des Nations Unies est une opportunité pour notre pays d'apporter sa contribution aux préoccupations nationales, sous-régionales et africaines. Les décisions qui émanent de l'instance onusienne sont déterminantes dans la résolution de nombreuses questions. Voilà, nous accueillons à présent notre invité, Maître Sidiki Kaba, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. C'est avec plaisir. D'accord, très bien. Alors, monsieur le ministre, votre département a entamé de nouvelles réformes pour notamment améliorer les conditions des détenus chez le Code de la justice de manière générale. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus tôt sur le contenu de ces réformes et qu'est-ce qu'elles visent exactement? Je voudrais d'abord dire que c'est une réforme majeure qui entre dans le cadre de la politique du président de la République Macky Sall, qui, dès son accession à la magistrature suprême, avait dit qu'il fallait engager un vaste programme de modernisation de la justice. Et dans ce cadre-là, le processus qui est engagé aujourd'hui permet à la fois, par les réformes du Code pénal et du Code de procédure pénale, d'assurer une plus grande sécurité des citoyens dans la lutte contre le terrorisme, contre la cybercriminalité, contre les crimes transnationaux. Autant de questions qui sont assez importantes, qui sont des défis majeurs et qui doivent avoir une réponse législative et très claire. De notre côté aussi, il faut assurer l'indépendance de la magistrature. L'indépendance de la magistrature, c'est une plus grande possibilité aux magistrats d'être représentés au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. C'est de permettre aussi la transparence dans la gestion de leur carrière. Mais également aussi, il y a une chose aussi assez importante. C'est aussi la question de nos prisons. Trouver les bonnes solutions à la longue détention, qui est très importante parce qu'il faut juger dans un temps réduit. Et donc les détenus qui sont en attente de leur jugement. Autant de choses qui aujourd'hui permettent à notre justice d'être à la fois efficace, rapide et performante. Alors, le contenu des réformes, vous pouvez revenir un peu sur ça? Nous pouvons dire, par exemple, lorsque vous verrez, par exemple, une chose qui est assez importante en ce qui concerne le travail au profit de la société, au bénéfice de la société, c'est une forme alternative maintenant à la prison. Il sera donné de dorénavant dans le code que des citoyens qui peuvent être condamnés, un justiciable qui a commis une faute, le juge, si la peine n'excède pas 6 mois, peut lui donner le choix d'aller soit en prison ou de faire un travail pour la société. C'est un fait majeur. Alors ça permet de résorber le déficit, de résorber en quelque sorte l'emprisonnement, la surpopulation carcérale. Mais il y a quelque chose de plus important, c'est nous avions fait la suppression de la cour d'assises. Cette suppression a permis de réduire le gap. Mais on a fait la cession. Cette fois-ci, nous sommes avec des chambres permanentes.
Cela voudrait dire que dans des délais beaucoup plus raisonnables, la justice sera rendue. Mais de notre côté aussi, ce qu'il faut surtout retenir, au niveau de la construction des tribunaux, nous avons fait les tribunaux d'instance de Kumpentum, de Goudiri, pour rapprocher les justiciables de la justice. Et on vient de faire la cour d'appel de Ziguinchor. C'est un élément important. Les 3 régions ont aujourd'hui la possibilité, le justiciable, d'avoir directement accès à son juge, et ce qui permettra à des détenus ou à des personnes qui ont maille à partir à la justice de pouvoir ainsi avoir directement la justice sans venir jusqu'à Dakar. C'est un fait majeur. Très bien, Monsieur le ministre. Alors revenons maintenant sur l'actualité nationale marquée par l'affaire Barthélémy Diaz. Il y a beaucoup de gens, après sa convocation, beaucoup de personnes parlent d'acharnement et d'instrumentalisation de la justice. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Mais ce qu'il faudrait tout simplement dire, il n'y a ni acharnement, ni instrumentalisation de la justice. Il faudrait dépassionner ces débats. C'est le cours normal de la justice. Faudrait-il rappeler que c'est l'ancien régime qui avait donc engagé les procédures contre Barthélémy Diaz. Les faits ont eu lieu au mois de décembre 2011 et par la suite, il a bénéficié d'une liberté provisoire. Ce qui voudrait dire que s'il y avait un acharnement politique, rappelez-vous très bien que les faits qui lui sont reprochés, sont des faits qui sont graves. Mais faudrait-il rappeler aussi que c'est la présomption d'innocence. Comment celle-ci s'est exprimée? Quoi qu'il ait bénéficié d'une liberté provisoire, il a pu se présenter à la députation, il a été élu. Et donc, s'il y avait une volonté de l'empêcher, sa carrière politique, il y aurait eu déjà une possibilité d'empêcher cette carrière politique de s'exprimer telle qu'il aurait voulu. Telle n'est pas l'attitude de la justice. Encore faudrait-il rappeler, le temps judiciaire, le temps politique, le temps médiatique ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, il a été convoqué devant la justice. C'est parce que l'enrôlement de l'affaire ne tient pas compte de la session. Mais devant le juge ayant estimé qu'il y a une immunité parlementaire à relever, le parquet a demandé à ce qu'on puisse renvoyer l'affaire. C'est une procédure normale. Cette immunité le président de l'Assemblée sera saisi, l'Assemblée prendra une décision et la justice va continuer. Et si les faits qui sont reprochés sont des faits qui sont établis, la justice prendra les décisions. Si tel n'est pas le cas, dans tous les cas, il faudrait retenir qu'il n'y a pas une instrumentalisation, il n'y a pas une ingérence, c'est le cours normal de la justice. Je pense qu'il faudrait que les Sénégalais, dans un débat comme celui-ci, puissent comprendre que quand il y a une question, on ne doit pas se dire à chaque fois qu'il y a un agenda politique, qu'il y a un complot politique. Cela n'a rien à voir avec ça. Et améliorer les conditions de vie des Cap-Verdiennes et Cap-Verdiens. Le chef de l'État inaugure demain à Bokol, dans le département de Dagana, la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest. Coût des investissements, 17 milliards de francs CFA. Nous allons vous présenter cette infrastructure avec Maman Moussagnan au cours de cette édition. Je le rappelle donc, le chef de l'État va inaugurer demain à Bokol cette centrale solaire d'une capacité de production de 20 MW. Le projet entre dans le cadre du programme de développement des énergies renouvelables mis en place par l'État du Sénégal. La centrale participe également à la réduction de la facture pétrolière. Les précisions de Dame Silla. Une production énergétique en quantité et en qualité occupe toujours le centre des préoccupations des pays qui aspirent à l'émergence. Conscient de cela, l'État du Sénégal s'est engagé à atteindre un taux de pénétration de 20% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique de la Sénélec à l'horizon 2017. Il faut s'attendre à une meilleure sécurisation de l'approvisionnement en électricité. Il faut également noter que ce sera de l'énergie propre, parce qu'avec les combustibles fossiles, il y a la pollution. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'environnement international pousse les gens à aller vers des énergies propres, telles que les énergies renouvelables. Donc 40 MW supplémentaires et en énergie propre, c'est important pour le Sénégal. Le président de la République, Macky Sall, va inaugurer le 22 octobre et le 3 novembre prochain les centrales solaires de Bokol et de Malicounda d'une capacité de 20 MW chacune. Des réalisations qui entrent dans le plan stratégique de la Sénélec à l'horizon 2020. Nous avons 6 projets qui vont être opérationnels d'ici mi-2017. Ce sont les centrales solaires particulièrement. Et en 2018, il y aura donc le programme de 100 MW de scaling solaire de la Banque mondiale. Et on commencera également
à accueillir par tranche les 150 MW de la centrale éolienne. Avec la découverte du pétrole et du gaz naturel au Sénégal, les problèmes énergétiques seront d'ici peu de vieux souvenirs. À la Sénélec, de nouveaux dispositifs techniques sont en train d'être mis en place. On va particulièrement élaborer des projets au gaz. J'ai parlé de dual fuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les centrales que nous installons actuellement pourront brûler du gaz quand le gaz sera disponible. On anticipe en fait. Et à partir de 2020, ou un peu au-delà, disons à partir de 2022-2023, nos nouveaux projets seront des projets gaz. Parce que les quantités de gaz qui sont découvertes au Sénégal vont au-delà de nos besoins. L'utilisation des énergies renouvelables contribue fortement à la réduction de la facture pétrolière. Avec les stratégies mises en place par l'État, les questions liées à la dépendance énergétique trouveront des réponses adéquates d'ici 2020. Retour sur l'actualité d'hier, le secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, a été nommé président du Haut Conseil des collectivités territoriales par le chef de l'État. Nous vous proposons de revenir sur le parcours de l'homme d'État qui va diriger la nouvelle institution. Son portrait est signé Anaïs Nyanyamane. Ousmane Tanor Dieng est un homme politique né le 2 janvier 1947 à Niéniène. Il a obtenu sa licence en droit à l'Université de Dakar et un DSSS en droit public. Il est également breveté de l'École nationale de l'administration et de la magistrature. C'est en 1976 que Tanor Dieng a commencé son service au sein de l'administration sénégalaise, où il occupe successivement les fonctions de conseiller chargé des affaires internationales au ministère des Affaires étrangères jusqu'en 1978. De 1978 à 1981, il est nommé conseiller diplomatique auprès du président Léopold Sédar Senghor, puis auprès du président Abdou Diouf de 1981 à 1988. En 1988, il est nommé directeur de cabinet, puis ministre-directeur de cabinet auprès du président Diouf, poste qu'il occupera jusqu'en 1993, année où il est nommé ministre d'État, ministre des Services et des Affaires présidentielles. Au sein du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng est membre du bureau politique dès 1988. En 1995, il est secrétaire général de la coordination départementale de Mbour et de l'Union régionale de Thiès. C'est en mars 1996 qu'il est nommé premier secrétaire du Parti socialiste et secrétaire national aux relations internationales. Homme d'État, Ousmane Tanor Dieng était l'un des candidats en liste à l'élection présidentielle de 2012. Élection pour laquelle il a obtenu 13,53% des voix au premier tour et appelle à voter pour Macky Sall contre Abdoulaye Wade. Après la victoire du président Macky Sall, les relations entre le Parti socialiste et l'Alliance pour la République se sont renforcées et aujourd'hui, le chef de l'État l'a promu président du Haut Conseil des collectivités territoriales. La nomination du secrétaire général du Parti socialiste à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales parachève le processus de mise en place de la deuxième chambre consultative après le Conseil économique, social et environnemental né de la deuxième alternance. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Praia et Dakar entretiennent des relations exemplaires. C'est ce qu'a magnifié le président réélu du Cap-Vert, Jorge Carlos Fonseca. À sa cérémonie d'investiture hier après-midi, il y avait le président Macky Sall à ses côtés. Première centrale solaire du Sénégal, réduction considérable de la facture pétrolière et le mix énergétique. Ce sont les opportunités qu'offre la centrale de Borkhol d'une capacité de 20 MW. L'infrastructure sera inaugurée ce samedi par le chef de l'État. Depuis plusieurs semaines, les pluies se font rares sur une bonne partie du pays. Du coup, la chaleur dicte sa loi. Est-ce la fin de l'hivernage? Les spécialistes de la météo vous donnent la réponse dans cette édition. Dans la rubrique métiers, gros plan sur les techniciens forestiers. Ils jouent un rôle de sentinelle dans la préservation des ressources, un métier qui attire de plus en plus de jeunes. Constat en Casamance. Et puis nous recevons comme invité de cette édition le ministre de la Justice qui vient nous parler de l'actualité judiciaire nationale, notamment l'affaire Barthélémy Diaz.
Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, le président de la République a pris part hier après-midi à la cérémonie d'investiture de son homologue capverdien. Jorge Carlos Fonseca a été réélu pour un second mandat avec 74% des suffrages valablement exprimés. Le président capverdien a dans son discours d'investiture salué l'exemplarité des relations entre Dakar et Praia. Aboubakry Kane, envoyé spécial. À son arrivée à l'aéroport international Nelson Mandela de Praia, le chef de l'État a été accueilli par le ministre capverdien chargé des relations avec les institutions. Ensuite, direction la Bibliothèque nationale où se tient la cérémonie d'investiture. Réunie en session spéciale, l'Assemblée nationale installe Jorge Carlos Fonseca, réélu pour un second mandat à la tête du Cap-Vert. Conformément aux dispositions constitutionnelles, le président Fonseca a prêté serment. Il s'est engagé à défendre et faire respecter la Constitution, à honorer les lois et garantir l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. Et dans son discours, il a envoyé un message fort à son homologue sénégalais. Chers frères, au cours de mon premier mandat, plusieurs ont été les occasions où j'ai eu l'énorme privilège de discuter avec vous plusieurs thèmes, notamment sur notre continent, sur notre sous-région, mais surtout sur le Cap-Vert et le Sénégal. Je me sens heureux et honoré par votre présence ici aujourd'hui, dans cet acte solennel d'investiture pour mon second mandat en tant que président de la République du Cap-Vert. Votre présence, chers frères, témoigne de la solidité, de l'amitié fraternelle entre Cap-Verdiens et Sénégalais. Le chef de l'État salue la vitalité de la démocratie capverdienne et le message à lui envoyé par le président Fonseca témoigne de l'excellence des relations amicales entre Cap-Verdiens et Sénégalais. J'ai été particulièrement touché par le discours très affectueux du président Fonseca à mon endroit et à l'endroit du Sénégal. En réalité, il a replacé le contexte des relations entre nos deux pays, le Sénégal et le Cap-Vert, relations historiques par des séries de migrants, à la fois cap-verdiens comme sénégalais. Et nous sommes aussi des voisins, c'est vrai qu'ils sont dans l'océan, et ce qui laisse penser que nous sommes très éloignés, mais en réalité ils sont à 500 km du Sénégal, et il était de mon devoir d'honorer cette amitié et d'honorer la présence du Sénégal ici au Cap-Vert pour témoigner aussi et saluer l'exemplarité de la démocratie capverdienne. Le président réélu compte inscrire son action dans la continuité. Il s'engage à relever les défis du développement pour répondre aux préoccupations de ses concitoyens. Par ailleurs, il équilibre les forces et les ambitions dans la coalition Benno Bokk Yakaar et le renforcement de la gouvernance locale. En installant Ousmane Tanor Dieng, le chef de l'État donne corps à une institution issue des assises nationales. C'est une analyse de Ousmane Gari Faye. On le savait pressenti à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales depuis plusieurs mois déjà. Mais c'est à partir de ce jeudi 20 octobre 2016 que le secrétaire général du Parti socialiste est officialisé à la tête de l'institution. Le décret présidentiel le nommant est suivi d'un autre fixant celui-là au lundi 31 octobre son investiture. Autant dire que le chef de l'État n'entend pas perdre du temps. L'urgence dans les collectivités est telle qu'il faut très rapidement mettre en scène une institution plus que jamais centrale dans la conduite des politiques publiques à la base, dans un contexte marqué par des découvertes de richesses minières. Le HCCT, proposition des assises nationales et validée par référendum le 20 mars dernier, sera composé de 150 membres, tous appelés à être le réceptacle des ambitions dans une carte territoriale redéfinie, des territoires dorénavant classés en pôle économique. En nommant ainsi Ousmane Tanor Dieng à la tête de la deuxième chambre consultative aux côtés du 16, le Conseil économique, social et environnemental, le chef de l'État met sur orbite un commis chevronné de l'État
dans le sens élevé de la haute administration et de notoriété publique. Mais pour autant, Ousmane Tanor Dieng n'en demeure pas moins un enfant de terre. Natif de Nguéniène dans le département de Mbour, il reste un allié fidèle du chef de l'État. Une orientation qui secoue depuis des mois son parti politique. Mais ce prix-là, celui qui reste plus que jamais patron du PS accepte de le payer. Avec ce choix stratégique et politique, le chef de l'État réalise donc d'une pierre plusieurs coups politiques. D'abord, il rétablit l'équilibre des forces et des ambitions au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, dont l'un des poids lourds, Moussa Fagnas, secrétaire général de l'AFP, conduit depuis 2012 les destinées de la représentation nationale. Ensuite, il donne corps à un slogan qui aura ainsi fini de traverser son septennat, gagner ensemble et gouverner ensemble. Et enfin, il verrouille toute velléité de rébellion dans ces deux plateformes les plus représentatives de Benno Bokk Yakaar, l'AFP et le Parti socialiste. Voilà donc qui lui donne les coups de franche pour mettre en évidence son agenda politique et économique qui rend aux collectivités locales leur totale dignité. Plus de 840 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe financière que la Banque africaine de développement BAD a donc accordé au Sénégal en soutien au projet du plan Sénégal émergent PSE. Le ministre de l'économie et des finances a signé à cet effet avec le président de la BAD le nouveau document de stratégie pays DSP 2016-2020, cadre de référence des futures interventions de l'institution financière africaine au Sénégal. Envoyés spéciaux à Abidjan, Alioune Ndiaye et Amadou Aram Thiam. Deux hommes de dossier et du sérail de la finance, côte à côte pour la signature du document de stratégie pays DSP 2016-2020. Un nouveau partenariat venu confirmer l'excellence de la coopération entre le Sénégal et la Banque africaine de développement, vieille de plus de 4 décennies et qui se matérialise par l'importance du portefeuille de ces projets. Actuellement, le portefeuille de projets nationaux actifs est de 11 opérations pour un montant total net d'engagement d'environ 237 milliards de francs CFA. Par ailleurs, la BAD appuie les efforts d'intégration régionale du Sénégal avec un portefeuille du secteur public comportant 6 opérations régionales et multinationales pour un montant d'environ 73 milliards de francs CFA. Votre institution a également augmenté ses investissements en faveur du secteur privé durant ces dernières années, particulièrement dans le secteur des infrastructures, énergie, ports, transport. Ainsi, le secteur privé compte 6 opérations pour un montant total d'environ 110 milliards de francs CFA. 2016-2020, un nouvel horizon pour un nouveau document de stratégie pays en adéquation avec les priorités définies dans le plan Sénégal émergent, articulé autour de 2 piliers. L'appui à la transformation agricole d'une part et le renforcement des infrastructures de soutien à la production, énergie et transport. Ces 2 piliers se sont fixés pour objectif de contribuer à la croissance inclusive et verte. À travers le pilier 1, le DSP vise à soutenir la transformation du secteur agricole au Sénégal, à travers notamment le développement des chaînes de valeur agricole, de l'agro-industrie et de l'entrepreneuriat agricole. À travers le pilier 2, la stratégie consistera à combler le déficit énergétique et le transport, afin de soutenir le développement de l'agro-industrie et améliorer les conditions de vie des populations. Pour cette nouvelle stratégie, les montants indicatifs des financements projetés satisfont le Sénégal. 743 milliards 700 millions de francs pour le guichet BAD, notre pays étant maintenant éligible au guichet souverain de la BAD, et de 98 milliards 900 de francs CFA pour les ressources du Fonds africain de développement. Au total, la BAD accordera au Sénégal une enveloppe financière de 840